Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un emblème anglo-saxon qui a marqué une des plus grandes sagas du 7e art, la saga James Bond. Il s'agit de l'Aston Martin DB5. La voiture de 007. Le propriétaire de cette mythique voiture de sport GT de luxe a confié à François une mission de la plus haute importance, reprendre la restauration de ce joyau de l'automobile resté en sommeil depuis plusieurs années. Le nouveau propriétaire m'a carrément proposé d'être le restaurateur final de cette voiture. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Aujourd'hui dans le conteneur, une légende, un mythe. Ouais, mais elle est en allumette la voiture, c'est... non? J'aurais tendance à dire arrête tes conneries. Petit problème pour notre agent secret au grand cœur, ce chantier qui devait se dérouler sans accroc va lui donner pas mal de fil à retordre. Comme tu peux le voir, la chemise est un esquinté, le piston complètement grippé. Réassemblage complet de toutes les pièces moteurs, J'ai deux mains gauches, mais en l'occurrence je suis gaucher, donc j'ai deux mains droites en fait. pose du bloc moteur et de la boîte de vitesse, On va descendre un petit peu. C'est là qu'il faut pas se louper. installation de la transmission, du circuit d'huile, raccordement du faisceau électrique, C'est ambiance spaghetti bolognaise là aujourd'hui là. sellerie. Mine de rien, il y a quand même un paquet d'heures à passer parce qu'il faut que tu dégarnisses tout. Bref, c'est un puzzle géant, une restauration d'une précision extrême. Pour siffler un peu, notre expert va s'installer dans la capitale belge, le temps d'une exposition qui fait honneur à l'univers de l'inimitable saga 007. Alors là, c'est juste incroyable. C'est la plus grosse expo jamais réalisée sur James Bond. Alors, François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer ce joyau de l'automobile britannique sans dépasser le budget alloué par le propriétaire? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. My name is Bond. James Bond. Aujourd'hui, je m'attaque à l'une des plus célèbres icônes automobiles de l'histoire. La fameuse James Bond car, l'Aston Martin DB5, la voiture de 007. Fondée en 1914 par Lionel Martin et Robert Bamford, Aston Martin est racheté en 1947 par David Brown, un industriel fabricant de tracteurs dont les initiales seront à l'origine des modèles DB de la marque. Produit à 1021 exemplaires entre 1963 et 1965, le modèle DB5 est décliné en coupé et en cabriolet, puis en série limitée break de chasse. Elle succède à la DB4 et profite également du maître de la carrosserie italienne de l'époque, Carrozzeria Touring, qui sera chargé de réaliser la carrosserie en aluminium avec son procédé Superleggera, super légère. Le moteur, quant à lui, passera d'une cylindrée de 3,7 litres pour la DB4 à 4 litres pour la DB5. Bien évidemment, l'Aston Martin DB5 devient une des voitures les plus célèbres et emblématiques du cinéma avec Goldfinger, troisième film du célèbre agent secret de l'Empire britannique James Bond, 007. Eh bien, une Aston Martin DB5, j'en ai trouvé une. Aussi incroyable que ça puisse paraître, elle est ici. La mienne est de 1965. Icône automobile par excellence, made in Grande-Bretagne, avec 4,57 m de longueur, 1,68 m de largeur, 1,35 m de hauteur,
pour 1 tonne 466. Ligne typique des Aston Martin, alliant de belles courbes et des lignes tendues qui donnent cette robe si élégante. À l'intérieur, c'est la classe à l'anglaise, avec sa sellerie cuir, sa moquette et son instrumentation complète accompagnée d'un volant en bois. Côté mécanique, on retrouve un train avant à double triangulation, suspension à ressort avec amortisseur télescopique et barre stabilisatrice. À l'arrière, un essieu rigide à bras tirés, suspension à ressort à lame avec amortisseur à levier. Pour le freinage, des disques à l'avant et à l'arrière. Moteur 6 cylindres en ligne de 3995 cm3 à double arbre à cam en tête, alimenté par 3 carburateurs double corps et développant 286 chevaux. 0 à 100 km/h en 7 secondes 3. Vitesse maximum 230 km/h. Pas étonnant que le plus célèbre des agents secrets ait choisi ce bijou de l'automobile. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas ma voiture. J'ai pas les moyens, il me manque quelques zéros sur mon compte en banque. Mais l'ancien propriétaire avait commencé la restauration et revers de fortune, il a dû vendre sa voiture dans l'état. Le nouveau propriétaire m'a carrément proposé d'être le restaurateur final de cette voiture. Pour transformer cette DB5 en une véritable James Bond car, le proprio lui a confié une enveloppe de 85 000 €. C'est une belle somme, mais elle est à la hauteur de sa cote sur le marché. C'est une voiture stratosphérique. Aujourd'hui, une très belle DB5, ça vaut sans aucun souci 850 000 €, voire un petit peu plus. Et récemment, un cabriolet DB5 s'est même vendu 1 800 000 €. François est un privilégié. Il a entre les mains un joyau rare de l'automobile. Si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'achat de cette DB5, il est bon de découvrir ses points forts et ses points faibles. Les points forts, c'est une anglaise de grand luxe du début des années 60. Et les Anglais, avec ce type de voiture, annonçaient quand même 230 km/h en vitesse de pointe. On est dans la première moitié des années 60. Et il y a un détail très important. La quasi-totalité des pièces sont disponibles. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les points faibles, c'est une voiture anglaise. La mécanique est une mécanique de précision, mais c'est une mécanique qu'il faut entretenir et surveiller car elle peut être un peu fragile. Après ces précieux conseils, il est temps pour notre expert de passer au crible l'état de santé de l'Aston Martin. J'ai beaucoup de chance parce que la restauration a commencé. La carrosserie a déjà été faite pour un montant de 30 000 €. Et pourtant, il reste une quantité colossale de travail à faire sur cette merveille automobile. Le circuit électrique, tous les circuits de freinage et à l'intérieur, tout est à faire. La sellerie, les portes, le tableau de bord, les garnissages, tout est à refaire. On l'aura bien compris, François va devoir se transformer en chef déco pour redonner à la DB5 son éclat so british. Il est temps maintenant de mettre le doigt sur le gros dossier de ce chantier qui chiffonne notre expert. C'est la motorisation. J'ai toutes les pièces de la voiture. Ça, j'avoue que c'est extraordinaire. Sauf que le moteur est à remonter intégralement. Et ça, c'est un travail colossal qui ne peut surtout pas être confié à n'importe qui. De quoi exciter le cerveau de François qui n'a qu'une seule idée en tête. C'est de trouver le restaurateur, l'artiste, le spécialiste, le passionné, le connaisseur, celui qui sera digne de restaurer la voiture de James Bond. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour l'Aston Martin DB5. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Olivier est prêt à relever tous les défis, quel que soit l'état de la voiture à restaurer. Eric et son frère Lionel, c'est 36 ans d'expérience au compteur. Ils savent tout faire.
Leur kiff absolu, restaurer des véhicules de légende. Et enfin, Didier et Sébastien, entretenir, restaurer, valoriser et exposer leur savoir-faire, tel est l'ADN de ces deux mordus de mécanique. Chers amis, bienvenue. Je suis bien heureux de vous accueillir. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons deux petits nouveaux. Oh, on les connaît depuis longtemps, il n'y aurait pas à dire. De petits jeunes qui débutent dans le métier. Voilà, Didier et Sébastien. Faut toujours se méfier des jeunes arrivants. On ne sait jamais ce qu'ils ont dans leur sac. Ouais, s'ils sont là, c'est pas pour rien non plus. C'est pas que de la figuration. Ça ne nous fait pas peur les nouveaux, mais enfin, vous nous se méfiez quand même, quoi. Bon, ça fait quand même un caillou dans la chaussure, quoi. Ouais, il faut partager le gâteau, tout ça, c'est chiant. Bienvenue. Allez, je suis le seul à applaudir, c'est sympa, les autres sont très accueillants comme d'habitude. La présence des restaurateurs qui sont à côté de nous, forcément, ça nous impressionne un petit peu, puisque c'est des gens qui sont beaucoup plus anciens que nous dans le métier et qui connaissent bien et même très bien les autos. Ouais, on est forcément impressionnés. L'arrivée des deux nouveaux est guettée de très près par les anciens. On peut déjà sentir comme une petite tension qui crispe certains. Allez François, faut réchauffer l'ambiance et vite enchaîner. Aujourd'hui dans le conteneur, une légende, un mythe. Oh tiens, il y avait longtemps. Du lourd, on va en avoir, mais avec François, ça peut être tout. Ça peut être magnifique, ça peut être une catastrophe, ça peut être un avion, un bateau, une voiture qui n'a pas de roues, des roues sans voiture. Une auto extraordinaire. Voilà. On va leur expliquer aux petits jeunes parce qu'ils connaissent pas. Il a un truc, mais il a encore un pote qui a cassé une caisse. Non, 2-3 pétouilles seulement. Non. Ceci dit, la voiture qui est dans le conteneur vous intéressera tous les 6 et le pays représenté vous intéressera aussi tous les 6. Pour vous faire gagner un petit peu de temps, je vous ai mis un petit tapis devant le conteneur qui vous indique la nationalité du véhicule qui est dans le conteneur. Alors, il y a un drapeau anglais au sol, bah, forcément, c'est une anglaise devant le conteneur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah, je te le demande. Pour le coup, on est quand même inquiet parce que moi, j'ai peur quand même qu'il nous ramène son taxi. Je me dis, tiens, François a décidé de faire le ménage dans son taxi. Il a sorti les moquettes pour les aspirer. Donc, comme vous avez compris, ce véhicule est anglais. C'est un véhicule qui est, allez, on va se le dire franchement, une star de cinéma. Alors, ça pourrait être effectivement la Bentley de John Steed. Ça pourrait être la Jaguar Type E d'Austin Power. Yes, Ça pourrait. n'est pas la Jaguar Type E d'Austin Power. Ça pourrait être le Land Rover de Dactari. Pour l'instant, le fait de parler de stars de cinéma qui ont des voitures anglaises, ça ne met pas vraiment sur une piste. Il y en a tellement de stars qui ont roulé avec des voitures anglaises que... Les indices cinématographiques ne font pas mouche. Pour éviter de tous les perdre, François avait prévu le coup et il va sortir sa carte maîtresse. Et j'ai un petit artifice derrière qui va vous aider également. Ce n'est pas la photo de moi bébé. J'aurais tendance à dire, arrête tes conneries. Non, là, je pense que c'est une connerie. Attends. Là, il n'y a pas photo. Quand il nous sort Sean Connery, en gros plan, il manque que la voiture derrière. Mais la voiture, on la connaît, là, pour le coup. Alors là, mais même pas on te croit. Si. Non. C'est impossible. Une Alpine. On n'ose pas trop y croire, mais ouais. Maintenant, je suis pas sûr que François ait pu dénicher la Stone qui puisse nous permettre de nous éclater au maximum. Avant de savoir sur quel modèle nos experts pourront s'éclater, François va livrer l'ultime indice de cette fameuse James Bond car. Il faut dire qu'en 1965 sort Opération Tonnerre, vous avez compris. Une Aston. Non mais sérieux? Il l'a fait. Les portes s'ouvrent et là je me dis, oh merde, il l'a fait. Il l'a fait, ça, il fait ça comment? Je sais pas, ça par contre... Ouais, mais elle est en allumette, la voiture, c'est... Non, Alors, c'est pas une vraie. Si, mais c'est pas une DB5. L'euphorie de la découverte retombe comme un soufflet. Visiblement, il y a comme un détail qui chiffonne nos experts. c'est une DB5, mais qui, comme beaucoup de DB5, qui a pu avoir un choc à l'avant, Elle a une face avant de DB6. elle a une face avant de Merci. DB6. Vous savez que la différence, elle est très faible. Elle est que l'écope ici est intégrée à la calandre au lieu d'être vissée. Mais Merci pour la leçon, objectivement, François. ça ne change pas Je grand-chose. n'étais pas au courant. Dans le container, je pense que c'est l'une des voitures les plus chères qu'il ait pu mettre. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas la sienne, c'est sûr qu'il l'a pas acheté, il a pas les moyens. Ça doit être encore un copain qui l'a commencé, qui a été à droite à gauche, qui l'a pas fini. Donc on va faire les pompiers encore sur un dossier pareil. Des pompiers qui vont devoir éteindre un feu à près d'1 million d'euros, le prix d'une DB5 en très bon état. Et ce projet, évidemment, en cours de réalisation,
a été abandonné par son ancien propriétaire qui a eu un petit souci de fortune et ce qu'on appelle un revers de fortune. Et donc, il a revendu sa voiture à un nouveau propriétaire qui m'a chargé de faire la fin de cette restauration sur lequel il y a encore pas mal de boulot. Il faut remonter toute la motorisation, la réassembler, la remettre en place. Le bloc est ouvert, donc va falloir refaire une métrologie, contrôler les vilebrequins, la boîte de vitesse, le pont à l'arrière, les pistons, les coussinets, enfin tous les accessoires mécaniques. Donc on se dit, waouh, ça peut chiffrer quand même assez haut. Avec ce gros focus mécanique, François a jeté direct les nouveaux dans le grand bain. Espérons que la suite du Diag ne leur glace pas le sang. Il faut s'occuper bien sûr de tout l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire tout ce qui est sellerie, garniture intérieure, tout ce qui est faisceau électrique et puis tous les trucs habituels de remise en route pour qu'ensuite la voiture puisse être totalement terminée. Sur le diagnostic, c'est même pas du flou, là, c'est du grand artistique. On sait même pas du tout où on va. Alors qu'est-ce que t'as là-dessus? Parce que remonter, c'est une chose, mais c'est dans quel état? Toutes les pièces sont disponibles, elles sont toutes là. Pour l'intérieur, je pars du principe qu'on va restaurer la sellerie d'origine parce qu'elle a une vraie patine, elle a une vraie Tout histoire. ce qui est chrome, accastillage, tu possèdes tout? Après avoir rassuré ses camarades sur les pièces, notre 007 de la restauration automobile les invite à venir découvrir de plus près la belle anglaise avec David et Céline qui ouvrent la marche. DB5, non mais sérieux quoi? C'est une vraie? Oui, et c'est pas en plastique, c'est en métal. Les ouvrants, tout a été refait idem à la carrosserie. Par contre, il faut bien sûr... Faut remonter, quoi. T'as tous les chromes. Ils sont été refaits ou pas encore? Pas encore. Ça veut dire que la calandre n'est pas ajustée avec le masque avant. Non. Tu sais que les pare-chocs, la calandre, les bulles de phare, tout est ajusté à l'unité, il n'y en a pas de pareil. Hein. On est d'accord. Donc il faut prévoir un peu de peinture, je pense. Petit pavillon à faire. Ouais, bon, ok. Non, elle est belle, elle est belle. La DB5 a littéralement conquis nos experts. Elle fait carrément l'unanimité. C'est le moment idéal pour attaquer les enchères. Non, c'est pas nécessaire de faire les enchères les mecs. Hein. Moi je propose qu'on aille droit au but. C'est pour nous. Mais c'est pour vous, mais à quel prix? Mais le prix, on parle pas de prix sur ces voitures-là. Tu vois tout de suite, t'enlèves le truc, t'enlèves la magie. Pourront 100 000. Tourons 100 000. 100 000. Ah ouais. Ouais, là on a cassé la tirelire. Là. Ouais, franchement, je commence les enchères. Et cadeau papa, 100 000. Moi je pense que c'est le bon prix. Au revoir messieurs, dames. Suivant, on rentre à la maison, c'est plié. David et Céline viennent de frapper fort d'entrée de jeu. Voyons si les nouveaux gladiateurs veulent en découdre avec eux. Les nouveaux, vous proposez combien? 98. 98. Eric? 14. 94. Ouais, mais du coup, tu vois, on perd du temps parce que moi, Non, si je dis mais non, mais il a raison. si, parce que si je dis 90 000, au moins, là, on va tout de suite droit au but. Ah, tu dis 94. 90, toi, d'accord. Non mais attends, Olivier parle même pas. dire quelque chose? Non, mais sinon, je m'en vais. Non mais il est incroyable ce mec. J'ai déjà l'emplacement, j'ai tout. Moi, je voulais proposer 90, mais l'autre, il propose 90. Bah On voilà. dit 89. Alors, je veux bien dire 87. Et oh. Mais Eric, tu peux faire une contre-proposition sur Olivier. Non, je fais jamais. 86. Je t'autorise. Je peux faire une contre-proposition contre. De quoi? Qu'est-ce que tu fais comme contre-proposition? 85 000. 85. Donc c'est bon, elle est à nous. Voilà, 84. Les anciens s'écharpent et les prix fusent de toutes parts sous le regard des nouveaux qui tardent à sortir du bois. Alors qui sera le grand gagnant de cette foire d'empoigne? 80, François. 80. 80. Ah non, non, non. Non? Non. À vous lâcher l'affaire? On lâche l'affaire. Eric, Non. Non, attends, ça va, c'est bon. Bon, bah c'est bon, allez à nous. Hein. honneur aux petits nouveaux. Eh ben, on va les applaudir, les gars. C'est donc contre toute attente que Didier et Sébastien remportent le chantier pour 80 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 85 000 €, il pourra se dégager un beau bénéfice de 5 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de rouler au volant de cette élégante anglaise. Premier jour de restauration. François déboule à bord d'une petite anglaise de légende. En guise d'accueil, notre expert découvre avec stupeur et surtout plaisir un showroom de rêve. De quoi le mettre dans de bonnes conditions pour commencer ce premier jour de travaux. Messieurs, Monsieur François. comment ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va? Ça va. Bon, alors, je vois que l'Aston est déjà déshabillée. Voilà. Ouais. On était à la décision de dire
On fait les cuirs, on fait pas les cuirs. La facilité, ça serait de tout changer. Mais je crois qu'il y a vraiment une âme qu'il faut conserver. Il y a une patine que tu peux pas avoir avec du neuf. Si la sellerie d'origine est en suffisamment bon état, moi je suis plutôt pour la conserver. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien en gardant cette patine, en refaisant tout ça nickel. Et je pense qu'on sera beaucoup plus classe et que le client sera encore plus satisfait, je pense, si on lui garde cette patine d'origine. Sauvegarder et préserver sont les 2 maîtres mots pour ces passionnés. Et c'est Thomas, le jeune et talentueux sellier, qui est chargé de prendre le lead pour la suite des opérations. Les cuirs sont encore en excellent état. Ouais. Donc on va bien les dégraisser, les nettoyer, les renourrir pour qu'ils retrouvent leur souplesse d'origine, quoi. Mine de rien, il y a quand même un paquet d'heures à passer parce qu'il faut que tu dégarnisses tout. Comment tu vas faire? Ah oui, il y a un bon mois de boulot là, parce que là déjà on va dégarnir les 2 assises, pour changer les mousses, parce que là on peut voir la mousse elle est fatiguée, cuite, bien sûr. elle est Les fatiguée. sangles, peut-être, sont, Ouais, on va retendre les sangles dessous. D'accord. Ici. Comme ça, ça permettra au siège de retrouver son confort d'époque. Les garnitures de porte, on va les garder aussi pour garder le même style dans la patine. Par contre, si je peux me permettre, la plage arrière avec l'écrou pour les autoradios des années 80. La plage arrière, oui, on pas va, la chaîne stéréo. on va la refaire. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va tout dégarnir, reboucher les trous, regarnir, et ça sera nickel. On est d'accord. Donc après, il faudrait bien les nettoyer. Les chromes Ouais, ça, aussi, c'est parce pas que les très chromes, heureux, ils ça, sont mais bon, pas, ça, on va le- ils sont pas démontables. Il faut les travailler dessus. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça me tarde un peu d'aller la voir, la titine. Hein. Eh ben écoute, quand tu veux, on y va. Eh ben, Thomas, ouais. bon courage. On te laisse bosser, Allez. je viendrai te filer un coup de main, moi. Ça marche. Profites-en, hein. Moi j'adore T'es le côté, tranquille. voilà. À tout à l'heure. Après ce point sellerie, il est grand temps de rejoindre la belle endormie qui trône dans l'atelier. Avec, à son chevet, Sébastien, Ça va, tu vas bien? Ça va et toi, François? the special one de la mécanique. C'est ambiance spaghetti bolognaise Ouais, c'est un peu aujourd'hui, spaghetti, là ouais. D'accord, ok. C'est un petit peu ça. Non mais t'as On fait vachement avancé, c'est super. Un pré-montage, et puis après, pour sécuriser tout ça correctement, quoi. Avec cette préinstallation du faisceau électrique, l'intérieur de la Stone ressemble à un début de chantier de BTP que Sébastien va devoir gérer. Là, c'est juste le prologue, on va dire. Hein, puis on y reviendra prochainement. Mais moi, je vous invite à aller faire un petit tour du côté du moteur. Allez, tombe bien, on y va. François, on va aller Allez, voir. ça. Le moteur, c'est le gros dossier de ce chantier. François s'est vu confier une mission digne d'un agent 007. Assembler et monter toutes les pièces du cœur mécanique de la DB5. On a reçu toutes les pièces. Ok. Donc nickel, ça a l'air de tout correspondre. Les Il manque chemises, rien. On a fait le tour de la question, il manque rien. Bon, il y a Tous quelques les pièces joints, neuves, des évidemment. pièces neuves, des pistons, forcément. Bah oui. Les chemises, Ouais. tout ce qui est coussinet de bielle, les cales latérales, Ok. segmentation. Le vilebrequin qui est dans son état d'origine, Ouais. qu'on va faire contrôler Ça c'est indispensable. quand même. Voilà, donc déjà, bon, j'ai pris les cotes respectives et A priori, on est bon. a priori, on est bon. Voilà. Avant de commencer un chantier, c'est là où on contrôle tous les éléments, toutes les pièces. On s'interroge toujours parce que est-ce que ça va être la bonne pièce? Est-ce que ça correspond au modèle? Savoir s'il y en a aucune qui manque, parce que si tu commences un chantier et puis qu'il te manque le boulon ou quoi que ce soit d'autre, le chantier est très vite arrêté. Et puis là, c'est une satisfaction pour nous, quoi, d'avoir toutes les pièces et de pouvoir commencer enfin ce chantier. Donc comme tu peux le voir, la chemise bien esquintée. Ouais. Là, tu vois le piston segmentation qui était complètement grippé. Les coussinets, tu vois, vraiment dans un état catastrophique. Et puis ici, tu vois le joint de culasse, pareil, tu vois, on voit avec l'âge. Je pense que cette voiture a été stockée avec un joint de culasse pété. Ouais. C'est ce qui a créé tous ces problèmes-là, en fait. Donc du coup, pour remédier à ça, on n'a pas le choix. Donc tout ça qu'on va rassembler au fur et à mesure dans ton bloc. Mais avant tout, on va commencer par un bon coup de nettoyage. Tu veux que je le fasse? Allez, mettre, Bah ouais, bingo, Allez, ouais. Pas de problème. Allez, On m'appelle y le va. nettoyeur. François troque sa casquette d'agent secret pour celle d'agent d'entretien. C'est donc sur le parvis du garage que le bloc moteur subit un véritable ménage de printemps, avec pulvérisation d'un dégraissant et nettoyage au pinceau. Chaque recoin est nettoyé en profondeur à l'aide d'un poil de vieille à frotter. Cette pelote grise au nom à coucher dehors évite de rayer le bloc moteur et permet de bien appliquer le dégraissant. Ce bloc moteur wash se termine avec un bon coup de nettoyeur haute pression. Il était temps, hein. C'était temps de reprendre. Bravo messieurs,
Mission réussie, retour au bercail. Bon, il a une autre gueule, hein, maintenant. Hein. Donc du coup, je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement interne. Donc là, on peut apercevoir, tu vois, sur chaque palier, des petits trous qui permettent La remontée d'huile. Ouais. Pour graisser au niveau du vilebrequin, dont on retrouve le trou sur tes coussinets. Qui te permet de le placer au bon endroit. Pour pouvoir graisser correctement. Ouais. Et ce que tu peux apercevoir sur le vilebrequin aussi, pareil, avec les petits trous, hop, à chaque passage, lubrifier correctement. Ouais. Tu as tes chemises qui viennent s'enclencher à l'intérieur. Autour, il y a un vide. Ouais. C'est pour la circulation d'eau. De ton liquide de refroidissement pour pouvoir refroidir correctement. Je vais te laisser positionner les joints de chemise. D'accord. Donc tu en as 2. Tu fais attention, François. Il y a 3 crans, mais tu n'en mets pas au milieu. D'accord. Bien. Donc c'est atelier bracelet. Voilà. D'accord. Exactement, si tu veux. Parfait. En fait, c'est pour éviter que ça te bouge. Ouais, bien sûr. Chemise, ça crée ton étanchéité. Donc on va faire ça sur toutes les chemises. T'inquiète. Tu feras bien attention. Ah bah oui. De les remettre correctement dans l'ordre où elles sont installées. Parce que je suppose que, évidemment, quelqu'un d'averti comme toi avait fait gaffe. Et quand t'as reçu mes pièces... J'ai vu qu'elles étaient numérotées. Parce que tout a été surfacé. Voilà. Et je te signale quand même qu'on est en code d'origine, monsieur. Ah, c'est très bien. Pour la pose des joints de chemise, François est chaud comme un cylindre dans une chambre à combustion. Il les enfile à la vitesse de l'éclair, sous le regard médusé de son mentor. Nickel. Parfait. Super. Vient ensuite la pose des chemises dans le bloc moteur. Tape tout autour, régulièrement. Et ça va s'enquiller. Voilà, super. De toute façon, c'est droit, donc ça va descendre. C'est juste les 2 joints toriques, en fait, qui forcent. Super. Alors, François, je vais te faire remarquer, avant de mettre la dernière, qu'il y avait des petits trous sur le côté du bloc. Oui, à l'embase des cylindres. Voilà, tout à fait. Au niveau des joints toriques. D'accord. Donc, en fait, le joint torique, en bas, si il vient à lâcher, il y a une remontée d'huile qui se fait et qui passe et qui s'évacue par ce petit trou. Ah ouais, d'accord. C'est pas con, ça. Et vice-versa pour le liquide de refroidissement avec le joint torique d'en haut. Ça te permet effectivement, quand tu vois un suintement, de savoir que tu as un joint qui est bousillé à l'intérieur. Tout à fait. Après cette info qui a toute son importance, notre mécano en chef termine la pose de la 6e et dernière chemise. Parfait. Ensuite, on contrôle. De quoi faire venir le taulier du garage pour un bilan de fin de journée. C'est là le juge de paix. On est pas mal, hein. C'est pas mal. Ils sont dans le bon sens. Ah, merci. Voilà, c'est exactement. C'est moi, monsieur, qui les ai posés. Alors, votre prochaine mission, si vous l'acceptez, messieurs, de la part de l'agent 007, ce serait peut-être qu'on se trouve un endroit sympathique pour aller casser la graine. Ça peut se faire. Cette fin de journée sourit pleinement à François. Non seulement il marche sur l'eau avec ce début de remontage moteur, mais il va pouvoir lever le coude et la fourchette avec ses hôtes autour d'une bonne table de la région Nouvelle-Aquitaine. Le lendemain matin, François arrive bon pied bon oeil au garage et visiblement, il n'a pas trop forcé sur le jaja charentais de la veille. Messieurs. T'as des petits yeux ce matin? Bah, on s'est pas couché très tôt. Hein. Ouais, ça va. Bien mangé. Pas le temps de faire mon jogging, mais je le ferai à l'heure du déjeuner. Ah, je le fais moi déjà, ça y est, c'est fait. Je voulais juste vous faire un petit rappel. Le moteur, il prend sa puissance à 5500 tours minute. Et j'ai l'impression que vous êtes plus près des 100 tours minute. Si toutefois le vilebrequin était posé ce soir avec les bielles, les pistons et tout, ça serait sympa. Écoute, ça peut peut-être s'envisager. Didier vient de lancer l'ordre du jour avec une grosse journée mécanique qui attend notre duo de choc. On a posé les chemises hier, donc aujourd'hui on va pouvoir rassembler les pistons sur les bielles, mettre les segments. Les segments. Donc on a le segment racleur, l'étanchéité et le pare-feu. Le pare-feu. Donc là on a les 3 segments qui sont là. Comme tu peux le voir, ils sont indiqués. 2, 3, t'as les positionnements. Ouais. Ils ont fait ça pour les gens qui sont comme moi. Voilà, j'ai pas forcément bien réveillé le matin. Voilà, tout à fait. Non, mais tu peux le dire. Ok. Donc ici, on va commencer par mettre le segment pare-feu, parce qu'on va commencer par le bas. Donc comme tu peux le remarquer, il est fait en 3
position. Ouais. D'accord. Le segment intermédiaire, c'est celui qui sert d'amortisseur. Voilà, comme ça au moins il y a une bonne étanchéité. Correct. On commence? Montre-moi comment tu fais au début, puis après je te fais tout le reste. Tu fasses très attention parce que c'est très sensible. Sébastien, en bon instructeur, se lance dans la pose des 3 segments avec le premier, le plus bas, le coupe-feu. Il consiste à empêcher qu'à l'explosion dans la chambre de combustion, les flammes passent en dessous du piston. Il est bien positionné. Puis c'est au tour du deuxième, au milieu, le segment de compression. Comme son nom l'indique, il permet la compression au-dessus du piston en assurant une parfaite étanchéité. Et enfin le troisième, en haut du piston, le racleur d'huile. Il assure la lubrification des cylindres et empêche l'arrivée d'un surplus d'huile dans la chambre de combustion. Et voilà, je vais te laisser faire pour le deuxième. Ok. D'accord? Un piston, une pochette. À toi de jouer. François passe à l'action avec la pose des 3 segments sous le regard bienveillant mais aiguisé de son mentor. Tu l'accompagnes tout doucement, tout doucement. Et à première vue, il est bien concentré, notre apprenti. Tu vois, t'as fait ça toute ta vie, François. Allez, le troisième. Notre expert reprend du service. Et si cette opération est longue et délicate, c'est que les segments sont fragiles et qu'au moindre faux pas, il faut tout reprendre à zéro. Pour le moment, François s'y prend comme un chef. Voilà, ça y est, Voilà. il est enclenché. Donc alors maintenant, on va procéder le montage des pistons sur les bielles. Tu as ici des petits serre-clips. Ouais. Donc il va falloir le glisser dedans. Comme ça te permet de bloquer ton axe pour pas qu'il ressorte. Ensuite, tu mets la bielle, Tu mets la bielle, tu mets l'axe, tu mets ton et tu axe mets le deuxième. et tu remets le deuxième clip. Je te laisse faire? Ça marche. François suit au doigt et à l'œil les consignes de son chef d'atelier pour le montage des pistons sur les bielles avec la pose des circlips. Alors là, il faudrait des petits doigts de fée. Que je n'ai pas, je l'avoue. À moins que, comme il y a 2 encoches, il y a une pince spéciale et tu me l'as pas dit. Ben non, il faut bien que tu déroules, François. Faut que tu réfléchisses. Là. Ouais. Hein? Que François se rassure, si Sébastien le taquine autant, c'est sa façon à lui de tester ses jeunes apprentis. Tu prends ta petite pince, Ok. ça va t'aider. Ça fait longtemps que tu es allé chez le dentiste? Moi, oui. Tu mérites. Hein? Donc, premier essai, ça a sauté. Voilà. Fais le premier, montre-moi, et après je ferai les 5 autres. Voilà. Pas mal. Donc là, tu vas bien faire attention. Ouais, il y a un sens. Il y a un sens. Tu vois, sur ta bielle, t'as un petit marquage. Donc, t'as un marquage aussi sur ton piston, sur ta tête de piston. Exact. Tu vois les numéros ici. On va essayer de les mettre tous dans le même sens, d'accord? Donc on met Donc, dans le sens du numéro, Dans le sens du donc numéro. dans ce sens-là. J'y vais à fond et donc Parfait. théoriquement j'ai juste la place de mettre le clip qui manque de l'autre côté. Alors hop. Merde. On dit que j'ai 2 mains gauches, mais en l'occurrence je suis gaucher, donc j'ai 2 mains droites en fait. Ça commence à m'énerver. Il galère et ça fait vraiment marrer parce que quand tu le vois, et puis même lui, ça l'énerve, on voit que ça l'énerve. Donc du coup, on peut que rigoler à côté. Ah attends, j'ai peut-être Voilà, peut-être trouvé la bonne méthode. Voilà. Le petit clic. On a réussi à en faire un. Allez, la suite. Ça y est, François a trouvé la bonne technique et il enfile les circlips comme des perles. Maintenant, on va falloir les engager. Dans les chemises. Voilà. Il y a encore un petit outil spécifique. Voilà. Faut resserrer les segments Hum. pour pouvoir les glisser dans le cylindre. Donc, Cet outil, cet outil-là, qu'on appelle un serre-segment. Donc, tu le glisses dessus, voilà, là tu resserres. tu resserres. Il faut pas hésiter à serrer pour bien les comprimer. Donc ça, c'est le piston numéro 6. Voilà. Alors, le piston numéro 6, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Ah, à toi de te souvenir ce que tu as fait hier. Si j'ai encore bonne mémoire, ils sont numérotés. Donc, Parfait. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, c'est Exactement. celui-là. Alors, opération. Tu mets juste de l'huile avant. Faut pas hésiter à prendre de l'huile. Et hop, à huiler correctement la chemise. Tu glisses dedans. On va prendre Un petit un maillet. petit maillet. Toc, toc, D'accord. toc, toc, tout doucement. Parfait. Et là, le piston est rentré Merveilleux. dans ton cylindre. Et donc, du coup, on va recommencer. Avec le Pour les piston numéro 5. Voilà. C'est dans une chorégraphie digne des plus grands mécanos
que notre duo de choc engage les 5 autres pistons dans chaque cylindre en suivant l'ordre d'installation. Parfait. Les 6 pistons sont montés. Allez, on va retourner. On va mettre les coussinets. Les coussinets que vont poser nos experts sont des éléments importants pour un bon fonctionnement du moteur. Comment ça marche ? Les coussinets sont des pièces métalliques fabriquées à partir d'un alliage recouvert d'un revêtement anti-friction. Dans notre cas, ils sont installés à l'intérieur du moteur, au niveau du vilebrequin. Les coussinets de vilebrequin sont posés sur les tourillons du vilebrequin dans le bas moteur. Les coussinets de bielle sont posés sur les têtes et chapeaux de bielle, au niveau des manetons du vilebrequin. Le rôle des coussinets est de réduire les frottements en évitant ainsi l'usure et le grippage du vilebrequin qui serait destructeur pour le moteur. Les coussinets doivent supporter des pressions et des vitesses de frottement élevées. Ce frottement est compensé par un mince film d'huile provenant du circuit de lubrification qui vient s'interposer entre le coussinet et l'arbre contre lequel il est apposé, engendrant ce que l'on appelle un frottement humide. Leur durée de vie est directement reliée au bon état et fonctionnement du circuit de lubrification. On met évidemment tous ceux du fond. Voilà. Ensuite, on pose le vilebrequin. Et bien sûr, on met le chapeau qu'après. Après. Le remontage des pièces moteurs prend du temps pour nos experts et la pose des coussinets en est le parfait exemple. Voilà. Tout repose sur la minutie et le savoir-faire de nos restaurateurs qui se trouvent les yeux fermés. On a fini de mettre les coussinets de bielle. On va s'attaquer aux coussinets de palier. François et Sébastien posent une nouvelle fois avec brio l'ensemble des coussinets de palier. Voilà, cher ami. Une fois le tout checké, ils font chauffer les biceps pour mettre le bloc moteur sur l'établi. Voilà. Nickel. Super. Objectif suivant, la pose du vilebrequin. Voilà, là, on est bien calé. Déjà, on est pas mal. Ensuite, on va toutes les visser les unes après Voilà. les autres. Il faudra qu'on positionne les cales latérales. Ah, Et On puis dirait après- que vous venez de faire un effort. Monsieur le monstrueux. directeur. Mais non, pas du tout, on faisait notre sport quotidien. Non, c'est bien. Vous avez bien travaillé. Bah, évidemment. Tu vas voir, tu vas être agréablement surpris. Dancellerie, il a bien travaillé. Bon, on y va. Après ce gros focus mécanique, Didier et François retrouvent Thomas, l'artiste sellier du garage, pour faire un point sur l'avancée des travaux. J'ai commencé par démonter, Dégarnir, ouais. dégarnir l'assise, exactement. Bah, pour voir comment c'était en dessous. Hein. Donc la mousse est bien cuite, Ouais. mais ça doit pas être une mousse d'origine. Parce que ouais, elle me pour paraît- être une mousse elle comme me ça, paraît c'est moderne, hein. Ouais. Comme tu peux voir là, le cuir, je l'ai nettoyé. Beau, hein, Donc, comme bien ça, dégraissé. On croirait qu'il est neuf. Donc ce que je peux te proposer, c'est si tu veux, c'est essayer de le nourrir. Ah bah ouais, bien sûr. Avec nos experts charentais, ça blague pas. Pas de temps mort. Surtout quand il s'agit de restaurer les belles assises de cette DB5. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est de l'huile de tête de bœuf. Le petit remède de grand-mère. Ensuite, une fois qu'il est bien imbibé comme ça, bien réparti, on le laisse sécher quoi, une nuit ou... Ouais, une nuit, c'est ça. Ouais. Le top du top, ouais, c'est d'en repasser plusieurs couches. Et en fait, c'est jusqu'à ce que le cuir, en fait, il absorbe plus, quoi. François badigeonne bien tous les sièges avec cette lotion de grand-mère et visiblement, le cuir retrouve tout son éclat. T'as vu là, en 10 minutes déjà, ça a bu, hein. Regarde. Ouais, non, Tu vois, il est déjà c'est presque sec sur le dessus, là. D'ailleurs, à propos de boire l'eau pétillante, là, c'est pour bientôt, là. On va continuer à travailler un peu. Je crois que tu as un train à prendre. Ah oui, donc je m'assois sur le plan déjeuner. D'accord, j'ai compris. C'est sur cette grosse désillusion que François quitte ses camarades. Ce sera donc le bon sandwich club SNCF en guise de repas. Et qu'il se rassure, il pourra se rattraper lors de son retour dans cette belle région. 2 jours plus tard, Bruxelles, capitale de la Belgique. C'est dans cette ville que François a décidé de souffler un peu pour se rendre à l'exposition Bond in Motion. Pour découvrir cette véritable expérience immersive, notre expert a la chance d'être accueilli au bar-restaurant 007 par les 2 forces vives de cet événement d'exception. François Alain, Luc, Stéphane Pizan, Stéphane, enchanté. Bah, ravi. le maître des lieux. En rejoignant les 2 maîtres des lieux, François trépigne d'impatience à l'idée de découvrir cette exposition de la franchise 007.
Je viens vous voir, messieurs, d'abord pour le plaisir, mais surtout parce que je restaure actuellement une Aston Martin DB5, qui, évidemment, grâce à un certain agent britannique, est devenu mondialement connu. Donc ici, il s'agit de la plus grande exposition jamais montée sur les moyens de locomotion de l'agent secret James Bond. Donc, il y a des engins qui volent, des engins qui vont sur l'eau, sous l'eau, sur la terre, et qui traversent le feu. D'accord. Donc l'expo fait 6000 m² et est axée autour de des quatre éléments, air, eau, terre, feu. Et tous les objets, donc les 120 objets d'exposition, sont tous des objets originaux de tournage. J'en déduis que les Aston Martin DB qui constituent l'expo sont toutes des voitures de jeu, des vraies voitures qui ont réellement servi à tous les films. Exactement. Si on peut faire un tour, moi j'irais bien voir quelques spécimens de David Brown Aston Martin. Il y en a plein ici. Hein, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a beaucoup. Mais je te laisse dans les mains de Luc. Bah avec plaisir. Luc, c'est le président du club James Bond France. Rien que ça. Qui de mieux pour guider notre expert dans cette majestueuse expo? Alors là c'est juste incroyable. C'est la plus grosse expo jamais réalisée sur James Bond. Tout fan de la saga James Bond est en transe. En découvrant toutes ces pépites à la gloire de la saga 007, François est comme un gosse hyperactif dans un gigantesque magasin de jouets et ne se fait pas prier pour être au cœur de l'action. Après avoir fait joujou avec les différents accessoires et gadgets iconiques qui font la marque de fabrique 007, François est attiré par la plus étincelante des James Bond cars. Alors là, Luc, on est devant l'icône absolue. La voiture mythique de James Bond. Si dans la saga 007, cette Aston Martin DB5 est considérée comme un personnage, voire l'alter ego de Bond, Luc tient à rappeler que les débuts de cette anglaise ont été, comment dire, compliqués. Il faut savoir qu'au début, Aston Martin ne voulait pas prêter une voiture. Non, genre, elle est chez Jaguar, notre avis. Enfin bon. Et donc, ils ont été obligés de l'acheter. Donc, c'est 1964, Goldfinger, où apparaît l'Aston Martin DB5. Et John Sears, le patron des effets spéciaux, à l'époque, comme ils avaient écrit cette scène de siège éjectable, avait pris une espèce de disque à découper et sur une voiture neuve, et il dit c'est moi qui vais le faire. Et le mec, il a attaqué le plafonnier. Tu vois l'émotion de toute l'équipe technique qui regardait autour. Bon, voilà, c'est des trucs de dingue. Et là, le modèle qu'on a ici, c'est un des 10 modèles qui est arrivé dans No Time to Die, dans Mourir peut attendre. Et donc, celle-ci avait une fonction spéciale. Et on va regarder à l'intérieur ce qu'il y avait. C'est avec panache et excitation que François s'approche de plus près de cette pièce d'exception. Ça a la couleur, ça a la forme d'une Aston Martin. Tout est parfaitement respecté, mais on se doute bien que pour utiliser 9 ou 10 voitures, je crois, dans le film, ils n'ont pas pris des voitures à 1, 2, 3 millions de dollars. Donc c'est des reproductions complètes qui ont permis quand même d'alimenter beaucoup de cascades. Ce qui est intéressant, quand on regarde dans la voiture, c'est qu'on se rend bien compte que c'est une voiture de cascadeur. Craig n'a pas été dans cette voiture. C'était pour une scène spécifique, à un moment, un petit peu les mitrailleuses. Il y a même les mitrailleuses. Ça y est, on a perdu François. Faut dire qu'à la vue de ce gadget, il y a de quoi se projeter et s'imaginer au service de Sa Majesté au volant de cette belle DB5. Ce que je trouverais une bonne idée, puisqu'on est en plein recrutement d'un prochain Bond, c'est que tu montes dedans et que tu nous fasses un drift. D'abord, je parle anglais comme une vache espagnole. Ensuite, je pense que je suis un peu âgé pour le rôle. Et puis, troisièmement, il faut que je fasse un gros régime, quoi. En 60 ans d'existence, 6 acteurs sont entrés dans la peau du fameux agent secret britannique. Alors, pourquoi pas un 7e? Allez François, ça se tente. Bon, effectivement, on s'y croit vite. Bonne chance. Ça y est, François est au volant de la DB5. Il n'a plus qu'une chose à faire, se mettre dans la peau d'un agent 007. My name is Bond. James Bond. Maintenant que François s'est bien mis en situation, il n'a qu'une envie, rejouer une scène du film Mourir peut attendre. Silence, moteur, action.
finalement, j'ai le même âge que Daniel Craig. Pourquoi je devrais postuler, finalement? Avec cette attraction détonnante, François a pris un kiff absolu. Pas évident de se remettre de ses émotions. Alors, monseigneur, pas trop secoué? Écoute, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est assez fantastique. Hein. Alors, par contre, pour ressortir, ça va être beaucoup moins drôle. Bon, belle émotion. Moi, il y a un truc qui m'intrigue quand même. La DB10, celle qui est là-bas, c'est quand même un cas de figure particulier. Cette voiture symbolise complètement le mariage de Bond et d'Aston Martin. Et on écrit un scénario, une poursuite dans Rome, en disant à Aston Martin, qu'est-ce que vous pouvez proposer à Bond? La DB11 n'est pas prête, la DB9 est en fin de vie. Ouais. On dit, on peut vous glisser un prototype qu'on a dessiné qui s'appelle DB10. Voilà. Et donc là, on a une des 10 voitures qui ont été fabriquées pour le film. Et celle-là, elle est nickel, elle est neuve, elle sort d'usine. Mais bon, voilà, pas homologuée, pas Bien ci, sûr. pas ça. Donc Bon, l'Aston Martin DB10 n'existe que dans les films de James Bond. qui ne sera jamais au catalogue. Voilà. On aura bien compris, cette DB10, c'est le Graal absolu pour tous les amateurs de cinéma et d'Aston Martin. La visite touche à sa fin, et comme toute bonne visite guidée, Luc a gardé le meilleur pour la fin. C'est le clou du spectacle. L'Aston Martin DB5 qu'on a eu en jouet quand on était petit. Voilà, l'idée c'est de reproduire à l'échelle et roulante, même si elle n'est pas homologuée, la DB5 de Goldfinger, avec tous les gadgets. Les mitrailleuses avec des petites lumières à l'avant, les plaques qui vont tourner, des bumpers avant-arrière, le home par balle. Et quand on arrive à l'intérieur, le fameux bouton, surtout n'appuyez pas parce que ça éjecterait cette partie du Voilà. toit. Et on etc. remarque qu'effectivement le taux ouvrant ne concerne que la place passager. Là, on est devant le Graal des Graals. Bon, écoute, Donc, moi je vais redevenir plus terre à terre. Je pense que je vais retourner m'occuper de la restauration de la mienne, qui n'a pas malheureusement tous les gadgets, mais qui est quand même une vraie DB5. Parce que là, j'ose pas te demander le prix, j'ai peur que ça me donne la migraine. François repart de cette expo avec des souvenirs plein les yeux. Cette visite aura été pour lui un vrai passage de la fiction à la réalité. Avant de retourner au chevet de sa DB5, François compte bien revisionner les meilleurs James Bond, histoire de prolonger ce bon moment. « 33e jour de restauration. François arrive au garage à bord d'une James Bond car. Il n'a qu'une hâte, retrouver sa DB5 et Didier, le gardien du temple. Ça va? Ça va, ça fait plaisir. Bon. L'Aston, on est plutôt meurt un autre jour ou demain ne meurt jamais? Tu vas voir, ça va être servi, c'est du lourd. C'est plutôt mourir peut attendre. On passe là-bas? Allez, va voir. Après ces jeux de mots à la sauce 007, nos deux experts filent à l'atelier pour rejoindre Sébastien, qui a sacrément bien avancé sur le cœur mécanique de l'Aston. Allez. Ça ressemble à quelque La chose. gueule, hein. Ah ouais. Alors bizarrement, on a avancé un petit peu plus vite que quand t'étais là. Ah, mais c'est sympa. Ok, je peux aller boire un café si tu veux. Quand François est là, on avance beaucoup moins vite. Mais par contre, on ne peut pas lui enlever, non. On fait qu'il s'investisse. Même trop, des fois. Comme on dit, c'est chic ouf. Chic il arrive, ouf il repart. Et là on va pouvoir avancer. On a tout remonté à l'intérieur. Ouais. Et comme tu peux le remarquer, sur certains boulons, on a du fil d'aviation. Ouais, comme ça se faisait à l'époque. Voilà. Et 3/4 des boulons sont montés comme ça aussi. Ouais, ouais. Pour éviter que s'il y en a un qui se desserre, ben pour éviter qu'il tombe. Ouais, mais c'est un côté très classe, j'adore. On a donc rassemblé la culasse. Ouais. On a remis les arbres à cames qui sont dessous les caches culbuteurs. Donc tu vois, les caches culbuteurs ont été refaits comme à l'époque, en peinture martelée. On a remis tout ce qui est système allumeur, voilà, avec les fils de bougie, les bougies, le tube qui vient protéger les fils. Et après, on a mis la distribution et rassemblé la pompe à eau et les carters. Après, on a rassemblé la boîte de vitesse. Alors, la procédure des opérations, monsieur l'agent secret. On va mettre ce gros bébé là, dedans. Sébastien a réalisé seul un travail titanesque. Et avant de greffer ce cœur mécanique flambant neuf, il y a un élément important à installer. Il va falloir qu'on pose l'arbre de transmission sur le véhicule, qui se trouve ici. Donc, cet arbre de transmission vient s'accoupler à la sortie de la boîte de vitesse. D'accord. Et vient se fixer au pont arrière Bien de la voiture. Donc, en fait, le système de l'arbre de transmission, donc c'est quand tu démarres ton moteur, donc ton moteur tourne, tu engages ta vitesse, et forcément, qui transmet dans cet arbre de transmission, qui transmet au pont arrière,
qui va. Dans le pont, il y a un engrenage et qui fait tourner le roue et qui te fait avancer ta voiture. Tout simplement, le principe d'une propulsion. CQFD, François. Nos 3 experts peuvent maintenant poser l'arbre de transmission. Pour ça, la DB5 va prendre un peu de hauteur. Avant de passer à l'action, une petite piqûre de rappel s'impose. On va mettre l'arbre de transmission, donc, qui vient se mettre par ici. D'accord. Et qu'on va venir fixer à cette petite bête-là. Le pont arrière, équipé d'un différentiel. Tu sais comment ça fonctionne? Ça permet effectivement, quand tu es par exemple dans un virage, où par définition la roue intérieure parcourt moins de distance que la roue extérieure, c'est le principe d'un virage. Si tes 2 roues tournent systématiquement à la même vitesse, ça va poser ça va créer un ripage. C'est pas terrible. Donc l'intérêt du différentiel, c'est que ça te permet, tiens, bah, tu vois, voilà. Là, tu tournes cette roue-là, le différentiel tourne, mais cette roue-là ne tourne pas. Tout à fait. Donc c'est important de pouvoir justement compenser le fait que dans un virage notamment, la voiture ne va pas parcourir le même nombre de kilomètres. Exact. À gauche et à droite. Tout à fait. Bon, écoute, François, montage. maintenant, on va monter. Je vais te laisser les clés. T'inquiète. On va mettre les J'ai boules. amené quelques petits gadgets. Pendant son absence, François a décidé qu'il fallait se doter de quelques accessoires utiles pour se transformer en un véritable James Bond de la restauration. il y a du lourd. Allez les gars, voilà, comme ça on voit ce qu'on fait pendant qu'on bosse. Là, t'es quand même pas loin d'inspecteur Gadget, t'es un grand enfant. Non, James Bond. Les lumières au bout des doigts, c'est quand même assez spécial. J'ai vu pas mal de méthodes avec des mécaniciens. Ça, j'avais pas vu encore. C'est assez comique. On comprend tout de suite, il est dans l'affaire, il est dedans. On va voir si ça se passe bien avec la transmission, pourvu qu'il se passe pas un doigt en l'imposant. Allez, on y va. Bon, allez, Vous allez voir. écoute François, hop, vu que t'as la lumière, hop, allez, je te Voilà, comme ça je vois tout ce que je fais. Que la lumière soit et la lumière suive. Ça y est, notre agent secret peut enfin prouver tout son savoir-faire. Bon, on est bien loin d'un Daniel Craig en pleine action, mais faut reconnaître que François gère d'une main de maître la pose de l'arbre de transmission. On a fini de monter l'arbre de transmission. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Attacher le moteur à la chèvre. Comme ça, on va pouvoir remettre la mécanique Le repositionner. dedans. Voilà. D'accord. Et on attaque. Allez, on y va. Pour installer ce bon gros V6 dans l'antre de la DB5, Sébastien va sécuriser l'opération à l'aide d'une sangle. Vient ensuite la dépose des 2 roues avant, puis la Stone redescend d'un étage. Nos experts accrochent la chèvre aux sangles du moteur. On va soulager la partie à l'avant. Donc là, il va basculer. Oui. Donc vu que vous êtes 2 hommes forts, là, va peut-être falloir la maintenir au moins juste pour qu'on puisse la sortir de la table. Ça marche. Et donc à l'unisson et surtout en douceur que nos 3 experts déplacent le moteur vers la voiture. L'étape suivante est importante et délicate. L'insertion du bloc moteur boîte. Pour cette opération, David, une des forces vives de l'atelier, vient renforcer la team. On va y aller tout doucement. On va descendre un petit peu. C'est là qu'il faut pas se louper. Nos experts ont le trouillomètre au plus haut. Ils savent que la manipulation est chirurgicale et qu'au moindre faux pas, l'intérieur du compartiment moteur peut être endommagé. Tu passes pas, arrête. Allez messieurs, faites parler le talent. Toi, François, là-bas, ton tuyau et ton renifleur est passé? Ouais, tout est passé. Nickel. Sauf que le moteur, effectivement, n'est pas encore... Ouais, faudrait qu'on le relève un petit peu. Nos 3 experts se lancent dans une chorégraphie au cordeau. Et là, on peut le pousser. 1, 2, 3. Voilà. Pour que le moteur soit bien installé sur la coque de la voiture par les 2 fixations à l'avant. Et une autre fixation au niveau de la boîte de vitesse. On est bien, les gars. David, tu mets en route? Allez, roule. C'est le clap de fin, monsieur. Ah, j'aime bien quand vous me faites avoir une crise cardiaque, les gars. C'est sympa. Si le rythme cardiaque de François vient de faire les montagnes russes, heureusement pour lui, l'heure est à l'accalmie. La grève du moteur s'est parfaitement bien passée. Reste à gérer le dernier focus de la journée. Alors, Allez. Et là, c'est l'accouplement final. Exactement. Donc là, on va relier notre arbre de transmission à notre boîte de vitesse, que ça puisse faire cet engrenage. C'est à coups de clé et d'huile de coude que Sébastien relie la transmission à la boîte de vitesse. Et voilà. Là, c'est tout bon. Ça a de la gueule, ça. Il faut reconnaître que franchement, c'est beau. James avait choisi une belle monture. Donc là, Seb. Périphérique. Ouais. Avant la mise en route. Et nous Moi, j'ai une copine qui a un bar
à cocktail à Angoulême, cocktail sans alcool, hein, bien sûr. Ça va de soi. On pourrait peut-être aller faire un tour. Mais on te soutient moralement. Hein, D'accord, mais j'ai du travail, donc je t'envoie l'adresse par SMS, tu nous rejoins. Heureusement que Sébastien joue les prolongations. Sans sa conscience professionnelle, la DB5 n'est pas près de reprendre du service. Le lendemain matin, François rejoint son duo de choc après une belle soirée passée en leur compagnie. De quoi revenir aux affaires avec la DB5. Messieurs, bonjour. Salut François. Ça va? Ça va et toi? Salut Ah François, bien? ça va? Ah, tu poses déjà l'alternateur. Et oui. Quand tu démarres ta voiture, ça te tire sur la batterie. Donc du coup, avec ta force de rotation de ton moteur, ta courroie, donc ça vient te faire tourner cette boule, d'accord? C'est une génératrice électrique, et après qui te renvoie du courant dans ta batterie pour la maintenir Bien sûr, en charge. la maintenir en charge. C'est tout bête, ingénieux, pour éviter des problèmes de démarrage. Après cette petite explication technique, Sébastien pense à quelqu'un pour la pose de l'alternateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va l'installer sur ce petit support ici. Donc moi j'ai pas envie de me faire électrifier. Bon. Hein? Puis si François est arrivé tard, donc Ah ouais, je le sens venir. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. On est déjà un petit peu fatigué, nous. Tu vois, Visiblement, il a l'air un peu fatigué. On va voir le fil rouge avec le fil bleu. Normalement, si tout va bien, soit ça brûle, soit ça charge la batterie. Alors, tu fais attention, il y a un sens. Tu mets pas comme ça. Hein. Non, mais on sait jamais quand même. Quand même. Je préfère te le redire. Voilà. Donc là, tu fais attention, il faut reprendre le petit amortisseur derrière. L'approcher, voilà. Hop. Ici, en fait, tu as donc tu as ta patte de fixation avec ton jeu de lumière qui va pouvoir te permettre de régler ta tension de courroie. Alors attention à pas trop l'étendre. Alors c'est ça, une courroie, si elle est trop tendue, c'est dangereux, ça peut casser. Et si elle n'est pas assez tendue, c'est exactement le même problème. Elle agit pas et elle glisse dans les gorges, etc. Voilà. Allez, super. C'est tout bon, les gars. Nickel. On a fini d'installer l'alternateur, le branchement effectué dans le bon ordre. Et ça n'a toujours pas brûlé. Donc, félicitations. Bon point. Donc, on va peut-être t'embaucher. Si l'apprenti François pense à une reconversion, il y a comme une place qui pourrait lui tendre les bras. Avec période d'essai, ça va de soi. Ouais, c'est sympa. Renouvelable 2 fois. Pour l'heure, le plus important, c'est la suite des opérations sur son anglaise. Allez. Pour la partie électricité, on a tout vu. Donc maintenant, on va passer à l'élément principal, la lubrification du moteur. Ouais. Comme tu le sais, sur un moteur traditionnel, tu as la pompe à huile, tu as des éléments mécaniques qui sont toujours en mouvement. Tout ça, il faut que ça soit lubrifié. Donc du coup, tu repars de la pompe à huile qui t'aspire ton huile dans le carter et puis qui remonte par pression et qui vient t'alimenter et te graisser toutes ces pièces en mécanique en mouvement. Voilà. Sur la DB5, le refroidissement, il est différent. Tu as forcément un radiateur d'huile, comme on peut le voir à cet endroit-là. Voilà. Hein. Quand tu roules, en fait, ce qui se passe, c'est que ton air frais vient s'engouffrer dans ce radiateur d'huile pour pouvoir refroidir ton huile moteur. Donc là, tu as forcément une entrée et une sortie. Tu as de l'huile chaude et de l'huile moins chaude qui revient dans le moteur. Enfin pédagogue, Sébastien vient d'expliquer ce système si singulier de refroidissement d'huile pour 6 cylindres en ligne. Reste à François à connaître son fonctionnement. Sur la DB5, tu as un petit raccord d'huile qui est fixé sur le bloc moteur. La pression d'huile va passer par ce flexible, va arriver à cet endroit-là du radiateur. Donc l'huile chaude va rentrer dans le radiateur. En roulant, ça va te refroidir parce que tu as un petit serpentin à l'intérieur et qui va ressortir ici refroidi et qui va se reprendre directement sur le carter inférieur. Donc ton huile refroidie retombe dans ton carter et après c'est un cycle nouveau qui se refait constamment. Là les gars, maintenant il faudrait peut-être arrêter de commenter. Il faudrait commencer à bosser quoi. Allez, place à l'action avec la pose du flexible type aviation du bloc moteur vers l'entrée du radiateur. Puis de la sortie du radiateur vers le carter inférieur du moteur.
Voilà, donc là, en fait, on a traité une partie de lubrification et de refroidissement du moteur. On va manger, nous, avec Didier, on te laisse travailler. Ah ouais? Et tu mets en eau? D'accord, je mets en eau, puis après il y aura toute la partie carburation. Okay. Voilà. D'accord. Bon, on a de la peine pour toi, François. Non, on va quand même t'emmener avec nous. Moi, quand c'est pour bosser sur une œuvre d'art, je reste. Pas de problème. Contre toute attente, l'appel du ventre n'aura pas eu raison de François. C'est même le contraire. On fait un très plat dessert ou... Je pense que faites ce que vous voulez, vous allez être épaté. Notre expert décide de se la jouer solo et de passer en mode John Wayne de la mécanique. Notre cow-boy des temps modernes part pour un duel au soleil avec la pose complète du radiateur. Et montage des carburateurs. Après ces focus mécaniques, nos deux experts sont de retour pour découvrir ce travail d'orfèvre. Bon alors François, dis donc. ça a bien avancé là. Bah les gars, qu'est-ce que vous croyez pendant que vous faites couscous charentais, moi Bravo. bossez, hein. Moi ça pulse, Ah ouais, hein. Excusez-moi non, les gars, bien. hein, d'accord. Par contre François, j'ai juste un petit détail. Ouais, c'est quoi? Je viens de remarquer. T'as oublié de remonter ça? Tu peux pas le dire avant? Ah mais je sais pas moi. C'est ballot. Parce que ça, c'est vachement utile quand même. Hein. En tant que professionnel. Bah, j'ai une idée, moi, parce qu'il fait son malin. Lui, il va s'occuper de la pale de ventilation. Nous, Puis, nous, on va aller à la sellerie. C'est moi qui récupère. Hop. Voilà. Oh, allez, allez. c'est bien fait Merci, pour toi. merci, la François. prochaine fois, tu la ramèneras pas. Bon, il a oublié un détail, c'est la pale de ventilateur. Ça va quand même être difficile de refroidir sans ça. L'un dans l'autre, il s'est donné au maximum et nous, on a bien déjeuné. On est sympa avec lui, on va monter les pales de ventilateur. Enfin, je dis nous, c'est surtout Sébastien. Aujourd'hui, François ne veut pas de temps mort. Après la partie mécanique, il est grand temps de passer à la sellerie. Mais avant, petit point avec les chromes. On a récupéré les chromes. Ouais. C'est juste magnifique. Bon, c'était complet. C'était complet. Voilà. Parfait. Donc, il manquait rien. Rien C'est à ça dire. le plus important. Rien à dire. Alors, côté céleri. On a bien avancé. Ouais. Comme Bah, tu je peux vois, le voir. ouais. Super. On a renourri les cuirs. Ah, c'est chouette. Hein. Résultat, Comme on était en train de faire la dernière fois. Ouais, mais tu vois. Tous les jours, on les a fait Eh, boire. en un mois, t'as vu la différence en un mois? Ça n'a rien à voir. Ils sont impeccables. Ce qui est hyper important, c'est de prendre conscience qu'effectivement, même un cuir qui est un peu vieux, qui est un peu sec, on peut le travailler quotidiennement, le récupérer. Et là, voilà, là, t'as du mal à t'imaginer parce que là, effectivement, c'est le cuir d'origine de la voiture qui est juste magnifique et qui est revenu à force de l'huile de coude, quoi. Avec son travail sur la sellerie, Thomas vient de décrocher la mâchoire de François. Il a passé des heures et des heures au chevet de ses sièges en s'attardant sur chaque élément. Ensuite, en ce qui concerne les assises, tu te rappelles comment elles étaient les assises? Elles étaient toutes molles, toutes raplapla, molles, ouais. raplapla, ouais, voilà. J'ai refait les mousses. J'ai réinséré aussi des mousses dans les codes celliers, D'accord. comme tu peux le voir, pour que ça lui redonne le bombé. Ok. Les sangles aussi en dessous. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles, Oui, oui, elles bien étaient, sûr, bien sûr, elles bien étaient sûr. sèches Ah, les oui, sangles. bien Donc sûr. on a remis des sangles neuves. D'accord. Et puis là, pour la planche arrière. Planche arrière. Oui, donc On t'as fait refait ça. une planche neuve. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus joli déjà. Et puis après, là maintenant, j'ai avancé déjà aussi sur la moquette. D'accord. Et il me reste un petit peu de moquette à coudre, à bordurer si tu veux voir ce que ça Bah ouais, je veux bien, ouais, montre-moi, ouais, bien sûr. François fonce donc dans l'atelier pour suivre une étape sellerie. Pour épater la galerie, il compte bien sortir une petite notion de couture. Bordurer, c'est faire la petite bordure avec l'espèce de, Ouais, voilà, c'est ça. de lanière en sky ou en cuir. En sky, ouais. En c'est sky. ça. Donc, comme c'était fait à l'époque. D'accord. Donc là, tu prends ton petit bandeau de sky, tu le mets comme ça, par-dessus, et en fait, tu le retournes. D'accord. Tout simplement derrière. Ok. Et puis, tu fais ta piqûre le long. Thomas met en application tout son savoir-faire pour montrer à notre expert qu'il gère d'une main de maître son sujet. De quoi bien préparer et organiser la livraison de la DB5. En clair, si je reviens dans un mois, tout est OK? Je pense que oui. Ouais, je ça, pense c'est que cool tu parce peux que- commencer à parler sérieusement de livraison. D'accord. Je vais appeler le propriétaire, lui dire que Normalement, on est dans un bien. mois, Tu peux commencer à caler ça va les être dates. tout bon. C'est sur cette bonne nouvelle que François tire sa révérence pour préparer la livraison de la DB5 en espérant qu'une malheureuse pétouille ne vienne pas contrecarrer ses plans. « 75e jour de travaux. Après plus d'un mois d'absence, François revient au garage de Didier et Sébastien. Toutes les forces vives de l'atelier sont déjà à pied d'œuvre.
Ça pulse fort de bon matin. Ah ouais. Voilà le boss. Ça va bien? Bah ça va très Salut bien. François. Tu vois? Ça va très bien. Si François est comme pris par une émotion soudaine, c'est que la belle DB5 lui a tant manqué. Elle est toute pimpante. Faut dire que son carré d'expert a bossé durement pendant son absence. Comme tu vois, depuis que t'es pas venu, on a un petit peu travaillé. Le bon côté des choses, c'est que tu nous avais dit que quand tu avais toutes les pièces, il y avait bien toutes les pièces. Et le très bon point, c'est qu'il ne nous en reste plus. Donc c'est que vous avez tout monté. Que François se rassure, il ne repartira pas avec des pièces sous les bras. Le remontage s'est fait avec minutie et patience, comme l'ensemble des travaux. Bien sûr, on a passé un temps considérable à remonter tous les chromes, parce qu'il y en a dans absolument partout. Bon, bien sûr, tous les ouvrants, les pare-brises, les joints, etc. Ça prend un temps fou, entre guillemets. On regardera quand même un petit peu le boulot qu'on a fait au niveau de la sellerie. On est clair. C'était la bonne solution. Ça donne ce côté patiné, vintage, qui va tellement bien à cette voiture. C'était fondamental de garder cet esprit-là. Donc la plage arrière a été refaite. On a refait toutes les moquettes. Là, elle a vraiment un cachet comme on aime, quoi. Puis le contraste entre le chrome et la couleur noire, il y a un contraste évident qui est très chouette. Ce tableau de bord, il est magique. Le tableau de bord est sublime. Comme tu peux le voir, François, on a gardé la grille originale de l'autoradio. L'autoradio, Et oui, François, le travail qui a été réalisé par toute la team de Didier est tout simplement colossal. Sans compter celui réalisé par Sébastien pour toute la partie mécanique. On a regardé les pompes d'origine, tout ce qui était d'origine, bocal, la pompe de la glace, on a refait fonctionner. C'est sympa. Donc là, tu vois, c'est pareil, juste le petit détail, pour que ça soit un petit peu plus joli, vu que la voiture a quand même beaucoup de chrome. Ce qu'on a fait, tu peux remarquer là-bas le filtre à essence. Mignon. Donc en fait, tu vois, on a repris... On a pas remis celui qu'il y avait. Voilà, parce que c'était des filtres un peu pas beaux. Donc du coup, on a remis un filtre métal avec un gros volume et qu'on a repoli, justement pour leur donner cet aspect chrome, comme ça au moins au visuel, ça fait plus joli. Oui, puis ça va avec l'ensemble. Ils ont bien transpiré. Je pense qu'on est aujourd'hui on avoisine les 700 heures. Et j'espère que tu vas pouvoir en juger par toi-même. À toi l'honneur. Ok, je suis flatté les gars. On a fait ce qu'il faut, on a mis le moteur en pression d'huile pour que l'huile passe partout dans le moteur. Tu vas y aller doucement. On va quand même écouter, parce que c'est vraiment le premier démarrage. Donc dans 5 minutes, on va savoir si on reste potes. Si, c'est ça. Ou si on est vraiment fâchés. Allez, zoom. À toi de jouer. Bon. Et là, on va croiser les doigts. Le grand moment est arrivé, les gars. En rentrant dans l'habitacle de la belle anglaise, on peut sentir une tension palpable dans tout l'atelier. Si le moteur ne répond pas au coup de clé de notre expert, ce sont des heures et des heures de boulot qui finiront aux oubliettes. Alors, verdict ? Coupe, François, il y a un problème. Aïe, c'est la tuile. Sébastien a repéré comme un problème au démarrage. François commence à devenir blême. On peut sentir toute l'inquiétude sur son visage. La galère. Ah ouais, elle tourne comme une patate, là. C'est quoi? Non, l'allumage est calé correctement. Donc je pense plus qu'il y a un problème au niveau de la richesse. Elle doit être trop pauvre. Il n'y a pas assez d'essence qui lui arrive. Et donc du coup, c'est ce qui l'a fait éternuer. Si le moteur a du mal à respirer, c'est que le mélange air-essence dans les carburateurs n'est pas bon. Pour régler ce problème, Sébastien dégaine un tournevis. En jouant sur les vis de richesse, il va optimiser le débit d'essence qui rentre dans les carbus. Oui, on met un petit peu plus. Voilà. On y va? On va essayer. Pour ce second test, tout le monde retient son souffle. Espérons que ce réglage de dernière minute portera ses fruits. Ça y est, le moteur vrombit enfin. Sébastien pose son oreille pour s'assurer de la bonne mélodie des carburateurs. Et c'est un ouf de soulagement que pousse notre expert. Donc là, ce qu'on va faire, pour la faire chauffer, pour pouvoir la régler correctement, on va aller faire un petit tour avec. Et comme ça, au retour, la monter en température correctement. Ouais, et puis après, on pourra peaufiner les réglages.
c'est parti pour un test sur route, histoire de s'assurer que tout soit sous contrôle. Et dès les premiers mètres, les sensations de conduite commencent à se faire sentir. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça sonne plutôt bien. Ça se comporte bien? Ça se comporte très bien au niveau châssis. La direction. Direction, elle est très souple. On a beau, elle réagit super bien. Suspension, ça me paraît cohérent. Ouais. T'es comment en température là? T'es monté? Température, je suis impeccable. On est à 80. On est vraiment nickel de chez nickel. L'ampèremètre, c'est parfait. Le compte-tour marche très bien. Température d'huile, on est OK. Et elle a un comportement vraiment super souple. Alors c'est marrant, on sent pas du tout les vitesses passer. Franchement, elle est patente. Visiblement, tous les voyants sont au vert. Mais en fin mélomane de mécanique, Sébastien demande le silence et ouvre bien grand ses écoutilles. Bon, c'est bon. Quand j'accélère, les 6 cylindres sont là. Ils y sont? C'est parfait. Qu'est-ce que t'en dis, mon François? On est pas si mal. Moi, je suis fan. C'est sur cette bonne impression que la DB5 retourne au garage. Pour finaliser cette restauration, Didier a prévu une belle attention pour François. On t'a quand même gardé les petites touches finales. Ah. Ouais, je voulais quand même... C'est quand même toi qui as mis les pistons, c'est quand même normal que ce soit toi qui conclue. Je te les donne dans le désordre. Voilà. Tu sauras les remettre dans le Alors, le 5, oui. Il est là. Et là, c'est la conclusion. C'est la touche finale. Et voilà, les gars. Hein, je crois que là, on est... Magnifique. Je crois qu'on peut dire qu'on a fini. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Le propriétaire de la voiture déboule demain. On n'a pas droit aux petits 15 jours de retard autorisés Non, alors sur les en travaux. échange, je vais lui faire la remise des clés dans un très très bel endroit, qui est pas très loin d'ici. Et je pense, connaissant le propriétaire, que vu l'endroit où on va se retrouver, nous allons avoir le droit en remerciement à un très bon déjeuner. On compte sur toi. Tu sais la sensibilité. Hein? La livraison de la DB5 s'annonce donc en grande pompe, avec un propriétaire qui, on l'espère, fêtera dignement la restauration de son anglaise. Ça y est, c'est le grand jour pour l'Aston Martin DB5. Et c'est à Massignac, au domaine des étangs, que François a donné rendez-vous au propriétaire. Ce site exceptionnel qui comprend un château du XIIIe siècle et un parc paysager est le décorum idéal pour la livraison de la belle anglaise, dont le prix estimé peut avoisiner les 1 million d'euros. Salut Didier, tu vas bien? Bonjour François. Bon, alors je te présente Didier. Monsieur Didier, voilà. Didier. Très heureux. Comme ça. Et Sébastien. Monsieur Didier, bonjour, enchanté. Ce sont les deux restaurateurs de ta voiture. Et je peux te dire qu'ils ont bien bossé. Je pense que ça va te plaire. Le stress monte là, t'es en train de... oui. Ça fait quelques mois que j'attends. T'es en panique. Ah bah oui. Mais c'était pas un petit chantier. Elle était un peu en petits morceaux, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de morceaux. Ce qui est bien, et Didier l'a reconnu, c'est qu'elle était complète. Donc effectivement, tu as été soigneux, méticuleux, tu n'avais rien perdu. C'est clair que pour cette restauration, nos as de la mécanique ne seront pas partis à la pêche aux pièces. Faut dire qu'ils ont en face d'eux un grand passionné de DB5. C'est un vieux rêve, cette voiture. Dans le coffre à jouer, moi j'avais la petite voiture. La Dinky. Voilà. Ah, où t'appuyais sur le bouton et t'as le... Et le petit bonhomme qui sautait. Bah, on l'a tous eu, ouais. Et les mitraillettes qui sortaient. Je pense que ça va te plaire. Le lieu a l'air magique. Le lieu est magique, ouais, je pense. Déjà. Ouais. Après la voiture, je pense qu'elle peut être magique aussi. Voilà. Si ce bel écrin que traversent nos experts leur procure une sensation de grandeur et de bien-être, c'est que ce lieu est le cadre idéal pour découvrir la DB5. Je reste un peu sans voix. L'état est quand même magnifique. C'est beau, hein? François, un rêve qui voit le jour. Là. Elle était en petits morceaux. Je vois un bijou. En découvrant son joyau de l'automobile british, Didier reste sans voix. Sa DB5 est littéralement transfigurée. Il n'a qu'une envie, s'approcher et passer au crible les moindres détails. Superbe finition, les chromes fantastiques. Tout est somptueux. Elle semble unique, enfin, parce qu'effectivement, je vois les patines des sièges à travers les vitres. Il y a de l'huile de coude. Hein. Ouais. On a pris l'option de ne pas refaire les cuirs, mais de conserver l'existant. Ouais. Et de nourrir, renourrir, remasser, renourrir, pour garder cette patine d'origine. On reste sur le charme vraiment de la voiture. Voilà, les chromes, bon, c'était refait.
Après cette longue liste de travaux, le propriétaire prend la pleine mesure du travail titanesque réalisé par les équipes de Didier. Mais le diag ne s'arrête pas là. Sébastien prend le relais pour évoquer le gros focus de ce chantier. La partie mécanique, on a fait un gros travail, enfin, parce que quand on a ouvert le moteur, forcément, il avait été arrêté en fait, dû à une casse. Donc on a repris complètement à zéro et on a remis toutes les pièces conformes à l'origine. Et puis comme ça, vous pouvez partir en toute sécurité. Si Sébastien se veut rassurant sur le cœur mécanique de l'anglaise, le propriétaire a tout de même un sujet qui le chiffonne et qui risque de le faire redescendre de son nuage. Au niveau de l'enveloppe, on est comment? Parce que le résultat est magnifique. Écoute, le budget a été totalement respecté. Il n'y a aucun dépassement. Donc on est rentré dans les clous. Je ne te cache pas que le fait que la voiture était réellement complète, qu'il n'y ait pas d'oubli, de pièces perdues, ça nous a permis de rentrer dans l'enveloppe. Ça va vite sur ce genre de voiture. Ça va très vite. On est patient maintenant d'aller essayer. Ah bah évidemment. On espère que vous allez prendre autant de plaisir qu'on a pris pour remonter cette voiture. Bon, je pense qu'avec un peu de chance, on va se retrouver pour le déjeuner. Avant de s'enflammer et de se projeter sur la carte des desserts, attendons de voir les premières sensations du propriétaire. L'instant de vérité est arrivé. Tu vas pouvoir tourner la clé. C'est émouvant, je suis un peu fébrile. Bah écoute, si tu veux, je peux te mettre dans l'ambiance. Tintin, 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 tintin. Après cette belle interprétation, rien de tel pour se mettre dans l'ambiance à bord de cette James Bond car. Direction les belles routes de campagne pour tester sur route cette DB5 qui a déjà trouvé son public. Oh, putain, tu démarres avec une Aston DB5. Voilà. T'as un public de dingue. C'est dingue. Salut les filles. Salut. Eh oui, c'est une Aston Martin. C'est la voiture de James Bond, les filles. Quand il s'agit de mettre de l'ambiance, François est plutôt doué. Il a su parfaitement mettre à l'aise Didier juste avant de livrer ses premières sensations de conduite. Les premières impressions sont très sympas. Ah bah c'est ça l'important. Suspension, bien. Bah, il faut sur une petite route, hein. Ouais, bien sûr. Il faut le temps que tout se mette en place. On sent le neuf. C'est paradoxal parce que c'est une voiture de 1965. Ouais. Maintenant, pour tester effectivement la direction, les freins, les suspensions, voilà, c'est important que tu te sentes bien, que tu me dis si ça te convient. Pour une voiture de 1965, je trouve que c'est très moderne et c'était déjà révolutionnaire. Didier peut enfin souffler. Sa DB5 répond parfaitement à ses attentes. Le moteur ronronne sans la moindre pétouille. Ce rolling se termine donc et l'Aston peut rejoindre le domaine aux accents so british. Alors, essai concluant. C'est fabuleux, fabuleux. C'est chouette. Merci François. Écoute, avec plaisir, je pense que cette auto mythique méritait vraiment une belle sortie comme ça. Merci encore. Notre James Bond français a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 85 000 €. Il se dégage donc un bénéfice de 5 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à Didier et ses équipes, ils ont réussi un exploit, celui de reprendre la restauration de ce joyau de l'automobile resté en sommeil depuis plusieurs années.